Il n'aura fallu que 6 petites minutes. Pas une de plus pour faire vaciller l'équilibre du pouvoir entre Moscou et l'Occident. Pendant des années, Vladimir Poutine s'était confortablement installé dans son jeu favori, humilier les chefs d'État européens un à un avec ce rictus glacial et ce mépris tranquille. Face à lui, cette fois, un Sébastien Lecornu que tout le monde pensait acculé. Le président russe avait fini son habituelle tirade menaçante, persuadé que son interlocuteur plierait comme tant d'autres avant lui. Mais la routine a été brisée net. Lecornu s'est levé, a prononcé quelques mots, et la salle a gelé. Ce jour-là, ce n'était pas une discussion formelle de plus, c'était un uppercut diplomatique. La France venait de tracer une ligne, et pour la première fois depuis longtemps, le Kremlin venait de rencontrer un mur. Pour saisir la portée de ce qui s'est joué ce fameux jour, il faut rembobiner le film de l'histoire de 4 jours. Retour au 1er septembre 2025, 22h15, dans un Élysée sous tension. Le bureau du chef du gouvernement baignait dans une clarté blême presque clinique, tandis qu'à l'extérieur, Paris grondait encore des dernières secousses, des manifs bleus. Les trottoirs étaient un champ de bataille, éclats de verres gyrophares en furie crie dans la nuit, une république à bout de souffle. Et au milieu de ce chaos, un homme Lecornu seul face à une pile grandissante de documents top secrets. D'un côté, les analyses des services français. De l'autre, une alerte rouge venue de Varsovie. Tous les signaux convergeaient vers un même cauchemar imminent. La Pologne était au bord de l'abîme. Et la France en crise allait devoir décider si elle allait regarder ou agir. Le téléphone crypté vibra dans un silence pesant. À l'autre bout, depuis Varsovie, la voix de Duda fendit l'obscurité tendue, fébrile à peine maîtrisée. « Sébastien, on observe des mouvements militaires russes anormaux à la frontière avec la Biélorussie. Nos analystes parlent d'une provocation massive imminente, dans moins de 3 jours. » Puis il lâcha la bombe, celle qui trahissait l'isolement de l'Europe. L'OTAN gagne du temps. Berlin détourne le regard. Washington a la tête ailleurs. Il ne nous reste que vous. Lecornu ne répondit pas. Que dire, son pays était en flammes, paralysé par des révoltes qui lui échappaient. L'économie partait à la dérive. Le gouvernement vacillait sur ses fondations. Défendre un allié à l'Est. Alors qu'il perdait déjà le contrôle à l'Ouest, l'absurde devenait brutalement réel. Dans ce silence pesant, un feu discret mais implacable s'allumait. Pas une panique, pas un élan de bravoure impulsif, non quelque chose de plus profond, une décision glacée mûrie dans la colère face à un tyran qui exploitait les fissures de l'Occident pour recoller l'Europe à sa manière. Monsieur le Président souffla enfin. « Lecornu, donnez-moi 2 jours. La France ne tournera pas le dos à la Pologne. Pas cette fois. Pas tant que je serai là. » Il raccrocha lentement puis posa son regard sur une vieille carte d'Europe punaisée au mur. Ces lignes, ces frontières, elles semblaient prêtes à se dissoudre au moindre souffle. Cette nuit-là, il comprit attendre, c'était perdre. Et cette fois, l'initiative serait française. Il n'attendrait pas la gifle. Il allait donner le premier coup. Les heures qui suivirent furent tout sauf ordinaires. Lecornu fit venir en urgence son cercle le plus restreint. Non pas pour monter une ligne de défense, il n'était pas question de reculer, mais pour construire l'assaut diplomatique le plus audacieux que la France ait connu depuis des décennies. « Je veux un inventaire complet de ses failles », ordonna-t-il à voix basse mais ferme, militaire, psychologique, politique, personnel. Tout ce que Poutine cache, je veux le mettre en lumière. Je dois le connaître mieux que son propre entourage, et ainsi débuta une traque intellectuelle de 3 jours. Ses équipes décortiquèrent les documents confidentiels du FSB interceptés, recoupèrent les notes venues des agents infiltrés en Russie et compilèrent chaque fissure, chaque tremblement, chaque faille dans l'édifice du Kremlin. La guerre ne serait pas militaire, mais mentale. Puis, le 3 septembre, le téléphone sécurisé sonna. La voix à l'autre bout, grave et directe, était celle d'un haut gradé du renseignement. « Monsieur le Premier ministre, nous avons capté un échange entre Moscou et Minsk. Poutine orchestre un événement fictif à la frontière polono-biélorusse. Il compte s'en servir comme prétexte pour intervenir militairement. » Il y eut un silence. C'est une copie conforme de ce qu'il a fait en Ukraine. Lecornu figé sentit la température chuter autour de lui.
Le scénario se rejouait. Mais cette fois-ci, l'engrenage pourrait entraîner l'OTAN tout entière dans la machine infernale. Cette nuit-là, le sommeil ne franchit jamais la porte du bureau du Premier ministre. Lecornu faisait les 100 pas enfermés avec ses pensées, ses colères sourdes, et une résolution qui gagnait en intensité à chaque seconde. Il repassait en boucle le même constat amer, tant d'Européens avaient cru que l'invasion de l'Ukraine serait le dernier acte de Poutine. Quelle naïveté! L'Europe, ce continent berceau des lumières, des libertés et de la dignité humaine, se laissait lentement dépecer par un chef d'État obsédé par l'ombre défunte de l'Union soviétique. Mais ce qui hantait le plus Lecornu, c'était le mépris évident du Kremlin pour une France affaiblie. Poutine pensait que Paris était à genoux. Il allait bientôt découvrir ce que donne un pays acculé quand il décide de se relever. À l'aube du 4 septembre, Lecornu fit convoquer son conseil de défense en urgence. Dans la salle, les piliers du gouvernement Darmanin colonna le maire. L'air vibrait de tension. Il prit la parole sans hausser le ton, mais chaque mot claquait comme une déclaration de guerre. « Mes amis, dans moins d'un jour, je vais affronter Vladimir Poutine en pleine lumière devant toute l'Europe. Je ne vais pas négocier. Je vais lui balancer ses vérités en face. Pour la liberté et pour que chacun sache que la France ne se cache plus. » Le silence fut immédiat. Pas un souffle. Ce n'était plus un Premier ministre. C'était un homme en mission. « Sébastien, vous réalisez ce que vous proposez ?» s'inquiéta Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères. « Il peut couper nos livraisons de gaz, lancer des cyberattaques, et si jamais il... » Elle n'eut pas le temps de finir. Lecornu leva la main sèchement. « Et quoi qu'il envahisse Paris, qu'il nous envoie ses missiles, ou peut-être qu'il nous fasse un peu plus peur qu'il ne le fait déjà, hein ?» Sa voix claqua dans la pièce. « Il ne nous reste plus rien à perdre. La France a déjà touché le fond. Alors autant frapper en regardant droit devant plutôt que ramper dans la peur. On ne négocie plus avec ceux qui nous tiennent à la gorge. » Bruno Le Maire, d'ordinaire incarnation du calme rationnel, était blême. « Sébastien, ce n'est pas comme ça que fonctionne la diplomatie. On ne joue pas à provoquer un Poutine quand les rues de notre propre pays sont à feu et à sang. Le regard que Lecornu lui lança aurait pu transpercer du béton. Bruno, notre voix sur la scène internationale, s'est éteinte le jour où on a troqué nos convictions contre la peur des représailles. Moi, je vais rallumer cette flamme, même si je dois y mettre le feu moi-même. » À l'aube du 5 septembre, Lecornu embarqua pour Bruxelles, direction le sommet européen. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Installé dans l'avion, il ne prononça presque aucun mot. Pas de briefing, pas de fiche relue. Il fixait l'horizon à travers le hublot, l'air absent ou plutôt concentré ailleurs. Ses conseillers intrigués guettaient le moindre signe de préparation. Mais Lecornu n'en avait pas besoin. Ce n'était plus le même homme. La pression, les critiques, les crises, tout cela l'avait métamorphosé. Ce jour-là, un chef d'État usé par les tempêtes s'effaçait pour laisser place à une figure capable d'incarner une Europe en quête de courage. À l'arrivée à Bruxelles, le ton était donné, l'ambiance était tendue, le tarmac bourdonnait de micros et de caméras. Les journalistes français se ruèrent « Monsieur Lecornu, que comptez-vous faire face au blocage? Avez-vous envisagé la démission? La France peut-elle prétendre jouer un rôle européen dans son état actuel ?» Mais le principal intéressé ne répondit pas. Pas un mot. Juste un sourire impénétrable, presque ironique. Il monta dans sa voiture avec l'assurance de celui qui sait ce que les autres ignorent encore bientôt. Toutes ces questions paraîtront ridicules. L'ouverture du sommet fut presque ennuyeusement prévisible, la sécurité de l'Europe en tête de l'ordre du jour. Parfait, se dit Lecornu, c'était exactement le terrain qu'il espérait. Autour de la grande table ovale, les 27 chefs d'État échangeaient leurs préoccupations mais sans jamais hausser le ton. Des déclarations prudentes, des regards fuyants, des mots qui se voulaient diplomatiques mais sonnaient creux. Scholz murmurait encore son éternel ritournelle sur l'importance du dialogue constructif avec la Russie. Macron, lui affaibli par sa récente claque électorale, tentait de parler de désescalade, la voix plus basse que d'habitude. Personne ne voulait froisser l'ours russe. À force de marcher sur des œufs, l'Union européenne semblait glisser vers le silence. Et soudain, le souffle changea.
Une porte s'ouvrit brutalement, un assistant traversa la salle d'un pas nerveux et alla chuchoter à l'oreille de Charles Michel. Le président du Conseil européen blêmit instantanément. Il se leva visiblement tendu et déclara d'un ton grave « Mesdames, Messieurs, nous venons de recevoir un message officiel du Kremlin. Le président Vladimir Poutine souhaite s'exprimer en direct devant notre Assemblée via visioconférence. Il invoque l'urgence de la situation à l'Est. Un courant glacé parcourut la salle. Les regards se croisèrent. La tension venait de grimper de 10 crans. Jamais auparavant, Poutine n'avait exigé de s'exprimer face à l'ensemble des dirigeants européens. Une première. Soit un coup monté, soit le signe d'une montée en tension d'un tout autre niveau. Charles Michel balaya la salle du regard, visiblement mal à l'aise. « Que fait-on » demanda-t-il d'une voix hésitante. Les yeux se tournèrent naturellement vers les poids lourds Scholz, Macron, Mélanie. Mais contre toute attente, ce fut Lecornu qui rompit le silence. « Acceptons » lança-t-il calmement. Le moment est venu d'écouter ce que M. Poutine a à vomir sous couvert de diplomatie. 20 minutes plus tard, l'écran principal s'alluma dans un silence de cathédrale, et soudain le visage de Vladimir Poutine s'imposa dans la pièce assis avec superbe au fond de son bureau du Kremlin. Tout était là, les drapeaux, les tableaux impériaux, l'aura pesante du pouvoir autoritaire bien rodé. Face à lui, les représentants d'une Europe démocratique fébrile mais droite. Le contraste était digne d'une scène de théâtre. Dirigeant de l'Europe, dit-il d'une voix plate glacée et pleine de sous-entendus, si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que certains parmi vous flirtent dangereusement avec l'hostilité envers la Russie. À travers l'objectif de la caméra, Poutine scrutait chaque visage comme s'il cherchait à lire la peur sur les traits européens. Nos radars détectent des manœuvres militaires inhabituelles aux abords de nos frontières, déclara-t-il d'un ton plat mais chargé de sous-entendus. Vos journaux, eux, multiplient les discours belliqueux. Quant à vos gouvernements, ils prennent des décisions qui mettent gravement en danger la stabilité de notre continent commun. Il marqua une pause suffisamment longue pour faire monter la tension. La Russie, poursuivit-il avec cette fausse douceur si caractéristique, a toujours préféré la coopération au conflit. Mais qu'on ne s'y trompe pas, toute provocation sera traitée comme une menace. Et notre sécurité, elle n'est pas négociable. Chaque phrase était tranchante, dosée pour frapper, juste comme une lame de rasoir diplomatique. Le maître du Kremlin balaya la salle d'un regard glacial, puis planta ses yeux dans ceux de Lecornu. « Nous sommes particulièrement inquiets, lança-t-il, des récentes déclarations venues de Paris. Elles semblent ignorer que la France, en ce moment même, s'enfonce dans ses propres démons. Et le coup partit, frontal, brutal. Monsieur Lecornu, dit-il, en fixant l'objectif comme s'il parlait à travers l'écran, « Votre pays brûle, votre économie vacille, vos citoyens descendent dans la rue. Peut-être serait-il plus judicieux de nettoyer votre propre maison avant de faire la morale à des nations qui gouvernent depuis bien plus longtemps que la vôtre. » Un vide sonore s'installa dans la salle. Pas un mot, pas un souffle. L'insulte, elle avait résonné comme un gong public violente, presque théâtrale. Poutine reprit imperturbable comme s'il venait de réciter une vérité historique. La Russie n'est pas en quête d'affrontement. Mais si on nous y pousse, nous répondrons. L'Est de l'Europe n'est pas un terrain de jeu. C'est une question d'intérêts vitaux. Et nous avons les moyens de les défendre, tous les moyens. Il s'interrompit à peine, puis lança sa dernière salve d'un ton glacial, presque moqueur. J'ose espérer que l'Europe saura puiser dans son passé la sagesse nécessaire pour faire le bon choix. Et ce choix, il l'énonça comme une sentence coopérer ou affronter, partager la prospérité ou s'enfermer dans la défiance mutuelle. Puis l'écran s'éteignit. Rideau. Le tsar de Moscou avait lancé son ultimatum à l'Occident et crucifié Paris au passage. Et pourtant, personne, ni les stratèges, ni les diplomates, ni même ses propres ministres, n'aurait pu deviner ce qui allait suivre. Sébastien Lecornu se leva lentement sans un mot. Aucun micro demandé, aucune autorisation sollicitée. Juste un homme debout, les deux mains posées fermement sur la table et le regard fixé sur l'écran désormais noir. Ce n'était pas un geste de colère, c'était un signal. M. Poutine lança-t-il d'une voix nette, portée par une détermination que personne dans la pièce n'avait jamais entendue auparavant. Puis il ajouta sans détour
Puisque vous avez choisi de couper la parole, permettez que je prenne la vôtre. Et que l'Europe, cette fois, ne reste pas muette. L'atmosphère était devenue électrique, presque insoutenable. Le silence avait changé de nature, il n'était plus diplomatique, il était suspendu à chaque mot. Charles Michel tenta une manœuvre d'apaisement. « Sébastien, peut-être que ce n'est pas le moment… » Mais le cornu leva la main calmement, sans se retourner. « Non, Charles. Il y a des instants où se taire revient à valider, et celui-là a largement dépassé sa date limite. » Le cornu se redressa, se tourna vers ses homologues autour de la table, mais s'adressa en réalité à un public bien plus vaste. Chaque micro capta ses mots, chaque caméra était braquée sur lui. Et il le savait. « Chers dirigeants de l'Union européenne, déclara-t-il avec une voix claire et assurée, ce que nous venons de voir n'était rien d'autre qu'un vieux spectacle que Vladimir Poutine perfectionne depuis un quart de siècle, le bluff maquillé en diplomatie. » Il marqua une pause, juste assez longue pour que le silence pèse. « Le président russe m'accuse de m'occuper de l'Europe alors que mon propre pays traverse une crise. Qu'il me permette alors de rafraîchir sa mémoire avec quelques faits simples. » Son ton devint tranchant, métallique, sans détour. Qui a envoyé ses tanks en Géorgie, qui a arraché la Crimée à ses voisins en 2014, qui a déclenché une guerre totale contre l'Ukraine en 2022, qui manipule l'Afrique, sabote nos élections et fait éliminer ses opposants, jusque sur notre territoire. Chaque phrase claquait comme un verdict. Dans cette assemblée habituée aux formules creuses et aux prudences protocolaires, un nouveau langage s'imposait, celui de la vérité nue. « Vous voulez parler d'histoire, monsieur Poutine ? Fort bien. Ouvrons les livres. » Le cornu avança d'un pas planté comme un rocher au milieu des hésitations. « Dites-moi combien de pays la France a-t-elle conquis ces 2 dernières décennies ? Aucun. Combien de frontières avons-nous redessinées de force zéro ? Et combien d'opposants politiques français ont été retrouvés empoisonnés à l'étranger ? Toujours zéro. L'attaque n'était plus seulement frontale, elle était chirurgicale et impossible à esquiver. Passons maintenant à votre Russie, monsieur Poutine. Combien de pays avez-vous foulé avec vos chars? Combien de territoires avez-vous découpés et rattachés? 3 au dernier comptage. Et les opposants politiques, parlons-en, la liste de ceux qu'on a retrouvés morts est si longue que je ne saurais la lire avant la fin du sommet. Le décalage entre les deux mondes était écrasant. Mais peut-être que votre passion soudaine pour les problèmes français vient d'une envie de parler de politique intérieure, qui sait? Le cornu esquissa un sourire aussi froid qu'une lame. Oui, la France traverse des tempêtes, mais ce sont des tempêtes de liberté. Chez nous, quand le peuple descend dans la rue, ce n'est pas un crime. Chez nous, les journaux tapent sur le gouvernement sans craindre les menottes. Et l'opposition ne finit pas empoisonnée ou emprisonnée, elle débat. Il s'inclina légèrement les yeux plantés dans ceux de la caméra. Alors dites-moi, Vladimir, c'était quand la dernière fois qu'une manif d'opposition a pu défiler librement à Moscou? Vous souvenez-vous d'un seul journaliste russe qui ait critiqué le Kremlin et dormi chez lui le soir même, et les élections? Ce mot existe-t-il encore chez vous, ou est-ce devenu un souvenir d'archives? Les phrases s'enchaînaient de plus en plus corrosives comme des flèches décochées en plein cœur du vernis russe. Vous nous parlez de stabilité, monsieur Poutine. De quelle stabilité s'agit-il? Celle d'un État où les voix dissidentes sont réduites au silence, à coups de poison. Celle d'une économie dépendante d'un seul tuyau de gaz. Ou celle d'un pays où l'espérance de vie d'un homme est plus basse que dans certains des pays les plus pauvres du globe. Chaque mot tombait comme une sentence. Les faits ne criaient pas, ils écrasaient. Puis le cornu dégaina une question aussi simple que redoutable. Celle que personne n'avait jamais osé poser à voix haute dans un sommet européen. Monsieur Poutine, savez-vous ce qui distingue un leader légitime d'un tyran? Il laissa passer une seconde, puis enchaîna sans cligner des yeux. Un leader élu accepte d'être critiqué. Un dictateur lui écrase ceux qui osent le contredire. Un silence pesant s'abattit. Alors dites-nous franchement dans quel camp êtes-vous? Le choc figea la salle. On aurait pu entendre tomber une épingle. Même les traducteurs d'ordinaire imperturbables suspendirent leurs murmures. Le cornu venait de faire l'impensable, qualifier sans détour, ni fioriture, Vladimir Poutine d'autocrate en direct face à l'ensemble du continent.
et au reste du monde. Un instant historique aussi brutal qu'inédit. Mais le cornu ne comptait pas s'arrêter là. D'un ton d'une sérénité désarmante, il reprit « Vous nous menacez, monsieur Poutine, chaque fois que nous osons défendre la liberté et soutenir ceux qui résistent. Mais vous êtes-vous demandé un instant quelles conséquences vos propres actes ont eues sur votre propre peuple ?» Il déplia lentement un feuillet de son dossier comme s'il s'agissait d'une note de frais banale. Depuis que vous avez décidé d'envahir l'Ukraine, votre économie a plongé de 15%. Le rouble s'est effondré. Vous avez perdu une génération entière de cerveaux. 300 000 jeunes Russes ont quitté le pays. Et vous, monsieur Poutine, vous êtes devenu l'homme le plus isolé de ce siècle. Les faits s'enchaînaient comme des uppercuts. Vos seuls partenaires sur l'échiquier mondial, des régimes bannis isolés comme ceux de Téhéran ou de Pyongyang, vos milliardaires planquent leurs fortunes à Londres ou à Genève, et vos enfants, eux, apprennent les droits de l'homme dans nos universités. Il leva les yeux, plantant son regard dans le vide laissé par l'écran éteint. Alors dites-moi, Vladimir, dans cette partie d'échecs que vous avez commencée, qui est vraiment en train de perdre? Un silence lourd précéda sa relance, puis d'un ton cinglant, vous parlez de provocation? Soit. Je vais vous montrer ce que ce mot signifie vraiment. Sa voix devint plus ferme, tranchante comme une lame. Ce n'est pas de défendre ses valeurs qui est provocateur. Ce qu'il est, c'est de menacer ses voisins, d'étrangler un continent entier en coupant le gaz, de faire exploser des pipelines en mer, d'arracher des enfants à leur terre, de transformer des hôpitaux en cibles militaires. Il marqua une dernière pause. Ça, monsieur Poutine, c'est ce que le monde appelle la barbarie. Il se redressa, le regard plus tranchant que jamais. Alors écoutez-moi bien, car voici ce que la France va opposer à vos intimidations. Un silence tendu traversa la salle comme une lame suspendue. Nous ne reculerons pas. Nous n'abandonnerons pas Kiev. Nous soutiendrons l'Ukraine, non pas jusqu'à ce qu'elle tienne, mais jusqu'à ce qu'elle gagne. Il marqua une pause, puis ajouta plus ferme encore. Et nos troupes, elles seront plus nombreuses à l'Est, plus visibles, plus prêtes que jamais. Les sanctions, elles ne vont pas ralentir, elles vont s'intensifier contre votre système et contre tous ceux qui le nourrissent dans l'ombre. Le cornu esquissa un sourire presque provocateur. Et si vous imaginez que nos troubles internes nous brisent, vous vous bercez d'illusions. Ces épreuves, elles nous forgent. Elles nous rappellent que la liberté a un coût, et que ce coût, nous l'assumons les yeux ouverts. Il se pencha légèrement. Ce que vous ne pouvez pas comprendre, monsieur Poutine, c'est qu'en Russie, personne n'a même le droit de découvrir combien vaut la liberté. Il laissa le silence s'installer une dernière fois, puis lança la phrase qui allait clore l'affrontement. Vous voulez vraiment savoir ce qui distingue un pays libre d'un empire figé dans la peur? En France, quand le peuple descend dans la rue, le pouvoir écoute. En Russie, il enferme. En France, quand un dirigeant échoue, il quitte sa place. En Russie, il change les règles du jeu pour ne jamais la quitter. Et puis, il lâcha la phrase fatale, celle qui allait entrer dans les livres d'histoire. Ah, au fait, monsieur Poutine, est-ce que vous comptez bricoler une nouvelle fois votre constitution pour vous proclamer président à vie? Ou allez-vous pour une fois faire preuve de courage et laisser votre peuple écrire son propre destin? La pièce sembla suspendue dans l'espace. Les visages étaient figés. Ce n'était plus un discours, c'était une charge frontale. Le cornu venait de frapper, là où ça fait mal, la légitimité, le pouvoir absolu, le masque de la démocratie. Un tabou venait d'exploser. Il se tourna calmement vers les autres chefs d'État, puis lança d'un ton ferme « Chers collègues, l'heure est venue de choisir. Soit on continue à trembler devant les caprices d'un autocrate et on regarde notre Europe se faire grignoter morceau par morceau, soit on se lève et on lui rappelle que l'Europe, ce ne sont pas des frontières fragiles, c'est 450 millions de citoyens libres, une puissance économique colossale et des idéaux qui ont survécu aux siècles et aux empires. Il fixa une dernière fois l'objectif de la caméra tournée vers Moscou. Monsieur Poutine, ce n'est pas nous qui annonçons la fin de votre règne. C'est l'histoire qui est en train de refermer votre chapitre. Toutes les dictatures finissent par tomber écrasées par le poids de leurs propres mensonges. Reste à savoir si vous quitterez la scène avec un peu d'honneur, ou dans les flammes du chaos.
Le cornu se laissa retomber sur son siège aussi serein qu'après une bataille remportée. Un silence solennel s'installa, long, pesant, comme suspendu dans l'air, puis un bruissement discret, une chaise raclée, une main qui frappe, puis 2, puis 10. Les chefs d'État un à un se levèrent, Scholz, Meloni, Sanchez, même les plus réservés, tous debout, tous en train d'applaudir. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'Union européenne, les 27 saluaient d'une seule voix un homme qui venait de tenir tête sans trembler au maître du Kremlin. Et ce qui se produisit dans l'heure qui suivit, personne n'aurait pu l'écrire à l'avance. À Moscou, la diffusion fut interrompue brutalement, écran noir. Les chaînes officielles prises de court improvisèrent en accusant une nouvelle provocation venue d'Occident. Mais trop tard. Le feu avait déjà pris. Sur les réseaux russes, les commentaires fusaient incontrôlables, incontrôlés. Des centaines puis des milliers de messages, enfin un occidental qui parle sans filtre à Poutine. Ce Premier ministre français a plus de cran que tous nos opposants réunis. Même les trolls du Kremlin semblèrent se dépasser. Quelque chose venait de se fissurer. Du côté du Kremlin, c'était le chaos, un véritable séisme diplomatique. Furieux, Poutine fulminait. Des sources internes rapportèrent qu'il aurait claqué la porte de son bureau avant d'exiger une réunion express du Conseil de sécurité. Il hurlait, fulminait contre l'arrogance française et exigeait des représailles immédiates. Mais fait inédit, ses proches ne semblaient plus aussi dociles. Monsieur le Président osa souffler un conseiller à voix basse. Peut-être serait-il temps de ne pas envenimer la situation. Cette escalade pourrait nous coûter plus que nous ne l'imaginons en Europe. L'effet domino ne se fit pas attendre. Quelques heures auparavant, les capitales européennes moquaient encore la France en crise, mais voilà qu'un nouveau récit prenait forme. Paris recevait appel sur appel. Berlin proposait une riposte collective. Rome tendait la main pour une alliance stratégique. Et même Londres, pourtant post-Brexit, voulait discuter avec cette France qui soudainement avait trouvé sa voie face à Moscou. Mais c'est en France même que la réplique fut la plus spectaculaire. Les blocages cessèrent, les cortèges se dispersèrent, les banderoles tombèrent, un changement d'ambiance s'opérait. Celui qu'on voulait faire tomber la veille devenait l'espace d'une nuit une figure de fierté nationale. Enfin, un type qui dit ses 4 vérités à Poutine, lançait-on dans les bistrots parisiens. Lui au moins, il en a dans le pantalon, commentait-on sur le vieux port de Marseille. La presse hexagonale, pourtant pas avare de critiques envers le cornu la veille encore, fit volte-face en quelques heures. Le Figaro lança en une « Le cornu rend aux Français leur dignité perdue ». Libération titrait plus sobrement « La tempête révèle le capitaine ». Et même l'humanité d'ordinaire peu tendre avec les dirigeants salua un chef qui ne baisse pas la tête devant l'autoritarisme. Mais le tremblement de terre politique le plus inattendu secoua les bancs de l'Assemblée. Alors que tout indiquait que la motion de censure allait tomber, la séance fut suspendue. Marine Le Pen prit la parole solennelle. Il n'est pas question d'abattre un homme qui vient de redresser l'honneur de la nation. Jean-Luc Mélenchon, dans un élan tout aussi rare, renchérit enfin un Premier ministre qui ne rampe pas devant les despotes. Ce consensus improbable quasi-gaullien fit basculer la dynamique. Le matin même, le cornu plafonnait à 25% dans les sondages. À 20h, il flirtait avec les 75%. Du jamais vu sous la VE République. La France venait de raviver une flamme que l'on croyait éteinte, celle de la fierté nationale. Les jours suivants furent marqués par une riposte désespérée du Kremlin piratage numérique, ciblant les réseaux français avalanche de fake news, pression économique de dernière minute. Mais rien n'y faisait. Le cornu avait frappé là où ça fait mal en s'attaquant à la façade d'autorité de Poutine. Pour la première fois depuis 2 décennies, le tsar de Moscou se retrouvait publiquement tourné en ridicule par un dirigeant occidental. Et cette gifle symbolique mais brutale résonnait jusque dans les ruelles de Saint-Pétersbourg. Et puis le 15 septembre, l'inimaginable se produisit. 10 jours après l'affront de Bruxelles, des cris inédits résonnèrent sur le sol russe. Une poignée de jeunes au cœur même de Moscou osèrent défier l'impensable. Merci la France Poutine dehors. La répression fut immédiate, brutale, sans surprise.
Mais les vidéos, elles échappèrent au contrôle. Elles enflammèrent la toile. En quelques heures, le cornu devint malgré lui l'icône inattendue de la jeunesse contestataire russe. Ce petit rassemblement fut la goutte de trop pour un pouvoir déjà fissuré. À en croire les chancelleries européennes, Poutine sombra dans une fureur froide et paranoïaque. Des têtes tombèrent, conseillers limogés, généraux exfiltrés, services de sécurité purgés. Le maître du Kremlin, celui qui inspirait la peur depuis un quart de siècle, découvrait ce que cela fait, d'en ressentir à son tour. 30 jours après la tempête de Bruxelles, les plaques tectoniques de la géopolitique mondiale avaient déjà bougé. Porté par l'audace tricolore, l'OTAN opéra un redéploiement massif, à l'Est musclant sa présence aux portes de la Russie. L'Union européenne galvanisée vota une vague de sanctions inédites contre Moscou, avec une unanimité presque historique. Quant aux capitales africaines longtemps restées prudentes, elles commencèrent à se détourner doucement du Kremlin, comme si un signal venait enfin d'être donné. Mais plus puissant encore que les mouvements diplomatiques, ce fut l'élan d'inspiration qui suivit. Zelensky, dans chacun de ses discours, invoquait désormais l'esprit de Bruxelles comme une bannière de résistance. À Varsovie, on saluait le modèle français avec une admiration à peine voilée. Et même à des milliers de kilomètres, à Tokyo ou à Séoul, on étudiait avec sérieux ce qu'on appelait désormais la doctrine Le Cornu, pour faire face aux géants chinois et nord-coréens. La voix d'un homme avait réveillé une génération de dirigeants. Isolé comme jamais, Poutine apparaissait désormais comme un monarque en bout de règne. Autour de lui, l'air devenait rare. Ses derniers soutiens, les éternels suspects, Téhéran, Pyongyang, Minsk, commençaient eux aussi à douter. Même Loukachenko, son fidèle allié biélorusse, selon les renseignements occidentaux, regardait désormais Moscou avec méfiance, se demandant si l'ours russe avait encore des griffes ou seulement des souvenirs. Celui qui, quelques mois plus tôt, dictait sa volonté à tout un continent se retrouvait face à une vérité brutale. Son costume d'empereur était désormais transparent et le monde entier le voyait. Puis, le 1er novembre 2025, l'irréparable se produisit. Dans une adresse télévisée solennelle, Vladimir Poutine perdit son sang-froid. Il désigna nommément Sébastien Lecornu comme un ennemi de la Russie, jurant que la France paierait cher son arrogance et ses provocations. Mais cette attaque verbale, au lieu de diviser, fit exactement l'inverse. L'insulte fut perçue comme une menace contre toute l'Europe. De Lisbonne à Vilnius, les capitales se rangèrent derrière Paris. L'union sacrée se scella non pas autour de la peur, mais autour d'un message clair. Cette fois, l'Europe ne reculerait pas. Bruxelles n'attendit pas la fin du discours pour dégainer. Dans une réaction aussi fulgurante qu'historique, l'Union européenne adopta des sanctions d'une sévérité jamais vue. Et pour la première fois, le coup partit droit vers le sommet, Vladimir Poutine lui-même. Tous ses biens sur le sol européen furent gelés, son accès au territoire des 27 formellement interdit. L'OTAN, elle dégaina l'article 5 à titre préventif. Toute attaque verbale ou militaire contre Paris serait désormais considérée comme une attaque contre l'ensemble de l'Alliance. Mais le choc le plus inattendu pour le maître du Kremlin ne vint ni de l'OTAN ni de Bruxelles, mais de ses propres rangs. Le 15 novembre, un événement sans précédent secoua Moscou. Plusieurs oligarques de premier plan publièrent une tribune dénonçant publiquement l'isolement croissant du pays et appelant à renouer un dialogue avec l'Ouest, un séisme politique. Jamais en plus de 2 décennies, l'élite économique russe n'avait osé défier le tsar. La riposte ne se fit pas attendre. Poutine lança une purge implacable, limogeage en cascade au sommet de l'État, arrestation ciblée parmi les oligarques frondeurs, remaniement brutal des services de sécurité. Mais au lieu de restaurer l'ordre, cette offensive autoritaire ne fit qu'élargir le fossé. Car celui qui avait construit son empire sur la peur se retrouvait, à son tour, encerclé par la peur des autres. Et quand la terreur change de camp, elle ne pardonne jamais. Décembre 2025. Cela faisait 3 mois que l'échange frontal avec Lecornu avait secoué le monde et Vladimir Poutine n'était plus que l'ombre de lui-même. Son visage émacié creusé par l'anxiété remplaçait désormais l'assurance rigide des portraits officiels. Sa silhouette naguère omniprésente sur les plateaux et les tribunes se faisaient rares. Et ses discours jadis tranchants comme une lame de rasoir, ils n'étaient plus que des murmures vides,
des tentatives pathétiques de rallumer une flamme qui s'était éteinte. C'est dans ce climat de déclin que survint l'humiliation finale. Le 20 décembre à Astana, lors du sommet de l'OTSC, ce club d'anciens alliés soviétiques devenu cercle des hésitants Poutine monta une dernière fois sur scène. Il se lança dans une diatribe féroce contre l'Occident, dénonçant le mépris français, appelant à l'unité face à l'insolence des démocraties. Il croyait pouvoir rallumer la flamme du vieux front anti-occidental avec le Kazakhstan, l'Arménie et les autres. Mais ce fut alors que l'impensable arriva. Nikol Pachinian, chef du gouvernement arménien, le coupa net, en plein discours, en direct. Vladimir Vladimirovitch, sauf votre respect, peut-être qu'il serait temps d'écouter ce que dit ce Français. Après tout, il n'a pas forcément tort. Silence glacial. La salle retenait son souffle. Jamais depuis 2 décennies un partenaire de l'OTSC n'avait osé contredire le tsar russe, et encore moins devant les caméras. Ce fut le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev qui donna le coup de grâce diplomatique. « Si Moscou s'isole, c'est toute notre région qui paie le prix. Il est temps de penser à notre avenir autrement. » Et l'effet domino commença. L'un après l'autre, les amis traditionnels du Kremlin prirent leur distance, chacun avec une gêne visible. Poutine, livide, quitta la salle en silence avant même la fin des débats. Les caméras captèrent sa fuite, visage fermé, regard perdu. Ces images firent le tour des chaînes internationales. Le maître de Moscou battait en retraite, non pas face à l'OTAN, mais devant ses propres partenaires. À des milliers de kilomètres de là, le cornu savourait sa transformation. Lui que beaucoup voyaient comme un premier ministre de transition presque par défaut, occupait désormais la place du capitaine de l'Europe libre. Le 31 décembre 2025, dans une allocution sobre mais saisissante, il dressa le bilan. En septembre, la République vacillait. Aujourd'hui, elle marche en tête. En septembre, on voulait nous intimider. Aujourd'hui, on nous écoute. Et il acheva son discours avec une formule qui marquerait l'histoire. Devant l'arrogance du Kremlin, j'ai simplement rappelé une évidence. La France plie parfois, mais ne se couche jamais. Et il aura suffi de 6 minutes pour que le monde s'en souvienne. Même dans les couloirs feutrés du Kremlin, certains cerveaux commençaient à percuter l'air du rouleau compresseur russe touchait à sa fin. L'année 2026 s'ouvrait sur un paysage géopolitique renversé. La Russie de Poutine, autrefois crainte et courtisée, n'était plus qu'un spectre d'elle-même relégué au rang d'État paria. Et pendant ce temps, la France, jadis en proie au doute, devenait le moteur d'une Europe rassemblée fière et plus audacieuse que jamais. Dans les rues sombres de Moscou, malgré les matraques et les menaces, quelques voix s'élevaient timides mais sincères. Merci le cornu, merci la France. Puis, le 15 mars 2026, soit 6 mois jour pour jour, après le choc de Bruxelles, l'impensable bouscula le silence. Un message d'Alexeï Navalny transmis depuis sa cellule fut lu, à voix haute, lors d'un rassemblement clandestin à Saint-Pétersbourg. Cet homme venu de France a osé défier le tsar. Il nous a redonné foi en l'impossible. Il nous a soufflé cette vérité que nous avions oubliée. Un dictateur ne règne que tant que les peuples baissent les yeux. Cette déclaration murmurée, copiée, transmise sous le manteau à travers toute la Russie, eut l'effet d'un séisme. L'image de Poutine bâtie pendant un quart de siècle sur la peur et la toute-puissance se fissurait sous le choc de quelques mots justes. Car au fond, c'est cela qu'il n'avait pas vu venir, qu'un jour, le doute entrerait dans le cœur de son peuple et que ce doute serait fatal. Mais c'est le 9 mai 2026 que le cornu remporta son triomphe le plus spectaculaire. Ce jour-là, alors que la Russie commémorait sa victoire, avec le faste habituel, le spectacle fut tout autre. La grande parade militaire sur la place rouge jadis, symbole de puissance, s'est déroulée dans une atmosphère glaciale. Aucun chef d'État étranger n'avait fait le déplacement. Même les plus fidèles satellites de Moscou avaient décliné l'invitation. Une première depuis la chute de l'URSS. Et pendant que Poutine défilait dans le vide, Paris vibrait. Le cornu lui présidait une cérémonie solennelle en mémoire des victimes des régimes totalitaires. Autour de lui, les dirigeants européens, des figures de l'opposition russe, des exilés, des survivants. L'image était brutale. D'un côté, un autocrate abandonné s'accrochant à ses souvenirs.
De l'autre, un homme d'État moderne, main dans la main, avec ceux qui défendent encore la liberté. Le contraste sautait aux yeux. À Moscou, un Poutine figé sur une estrade presque déserte, sous un ciel lourd devant des tribunes clairsemées. À Paris, une foule électrisée acclamant le cornu comme un symbole de résistance. Ce jour-là, sans qu'un seul mot soit prononcé, la planète entière, compris la balance, avait basculé. L'été 2026, c'est là ce que beaucoup pressentaient, la bascule du monde était actée. Au sommet du G7 organisé cette année-là au Canada, le cornu fit une entrée digne d'un chef d'État adulé. Biden le surnomma la boussole morale de notre temps. Trudeau salua un courage qu'il qualifia de rarissime. Le Premier ministre japonais, quant à lui, évoqua l'effet France comme modèle face aux intimidations venues de Pékin. De l'autre côté de l'échiquier, c'était le néant. Poutine, relégué à l'écart de toutes les grandes rencontres, voyait même ses derniers partenaires reculer. L'Iran visite, annulée sans explication. La Corée du Nord sommet, repoussé Cindy. L'isolement n'était plus un accident diplomatique, c'était une mise au banc historique gravée dans le marbre. Puis en août 2026, presque 12 mois après l'électrochoc de Bruxelles, un symbole mit un point final à ce renversement. À Paris, l'opposition russe en exil tint un congrès baptisé « Russie libre ». Du jamais vu depuis 1917 des Russes se réunissant à visage découvert en plein cœur de la République française pour dessiner l'avenir démocratique de leur nation. Le cornu n'avait pas seulement répondu à Poutine, il lui avait arraché son monopole sur l'idée même de la Russie. C'est dans une salle bondée, vibrante d'espoir que le cornu lança les premières paroles d'un discours que l'histoire retiendra citoyens de la Russie profonde, celle des poètes et des penseurs des âmes libres de Tolstoï à Sakharov, des voix indomptées de Solzhenitsyn à Anna Politkovskaya. La France vous ouvre les bras comme elle l'a toujours fait pour ceux qui défient l'oppression. Votre despote croit que la peur est éternelle. Il ignore que même les chaînes les plus solides finissent par se briser. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Ces mots censés rester confinés au mur d'un congrès en exil réussirent à franchir les frontières numériques du Kremlin. Malgré les coupe-feux numériques et la censure féroce, les Russes faisaient circuler des extraits du discours comme des étincelles de liberté. Dans les recoins sombres du web russe, le cornu devenait peu à peu un nom chuchoté avec admiration. Il incarnait l'espoir, un espoir qu'on n'osait plus formuler à voix haute. Et puis vint l'automne, une saison qui en Russie est souvent synonyme de brume, mais cette fois elle portait un souffle de révolte. En septembre 2026, sans coordination apparente, des foules se levèrent à Moscou, Kazan, Novosibirsk, Vladivostok et dans 15 autres villes. Le message était clair, fini les demi-mesures, fini les promesses creuses. Ce que le peuple voulait désormais, c'était la chute totale du régime. Rien de moins. Sur les pancartes brandies dans les rues, des slogans en français claquaient comme des défis. « Merci le cornu, vive la France libre !» La répression s'abattit avec férocité, mais sans succès. Les images de matraques et d'arrestations diffusées en boucle sur les réseaux enflammèrent davantage la rue. Ironie du sort, celui qui croyait régner par le silence et la propagande découvrait que dans un monde hyper connecté, même le mensonge le mieux huilé finit par se fissurer. Puis vint le 5 octobre 2026. Jour pour jour, 13 mois après avoir été défié à Bruxelles, Poutine signa sa propre chute. En direct à la télévision, il accusa les manifestants russes d'être à la solde de la France et le cornu d'organiser une révolution colorée depuis Paris. Un moment de télévision lunaire qui fit rire le monde entier et acheva de décrédibiliser l'homme fort du Kremlin. Le cornu lui réagit avec un calme tranchant. Lors d'un point presse à Matignon, il glissa avec un demi-sourire « Monsieur Poutine me prête des super-pouvoirs que je n'ai pas. Je n'ai envoyé aucun agent secret, je n'ai orchestré aucun soulèvement. Tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité sur son système. Et si cette simple vérité le fait vaciller, c'est que son empire était bâti sur du sable. » Ce fut la réplique qui fit tout basculer. Reprise en boucle aux 4 coins du globe, elle brisa définitivement le vernis d'invincibilité du maître du Kremlin. Un Français de 39 ans venait en une phrase bien placée de pulvériser l'aura d'un homme qui régnait par la peur depuis 25 ans.
Le monde venait d'assister à un renversement de légende. À peine quelques semaines plus tard, en novembre 2026, les fondations du pouvoir russe tremblaient. Les oligarques, sentant le vent tourner, prenaient discrètement la fuite. Dans les casernes, certains généraux réclamaient à voix basse d'être envoyés ailleurs. Et dans les couloirs feutrés du Kremlin, des hauts responsables glissaient aux chancelleries occidentales un message à peine voilé « Préparez-vous, l'après-Poutine est en marche ». Et c'est le 7 novembre, date hautement symbolique de la révolution bolchevique, qu'une nouvelle révolte vit le jour. Cette fois, elle n'avait ni faucille ni marteau, mais des pancartes des champs et un nom, le corps nu. Une révolution non pas rouge, mais bleu-blanche et libre, une révolution démocratique inspirée par Paris. Décembre 2026, c'est là l'apogée. 15 mois après son discours cinglant à Bruxelles. Le corps nu s'imposait comme le visage de la liberté retrouvée. Le Time l'élut de nouveau personnalité de l'année. Le prix Nobel de la paix lui fut décerné non pour avoir mené une guerre, mais pour avoir rappelé à des millions que la vérité, quand elle est dite sans trembler, peut faire tomber même les empires les plus impitoyables. Le jour où il reçut le Nobel à Oslo, le corps nu livra un discours qui fit date. En cette journée de septembre 2025 à Bruxelles, mon unique but était de tenir tête à une menace visant nos alliés polonais. J'étais loin d'imaginer que quelques minutes de fermeté suffiraient à faire vaciller un régime fondé sur la peur depuis un quart de siècle. Ce prix, je le dédie à tous ceux qui, en Iran, en Chine, en Russie et ailleurs, ont le courage immense de dire non à l'oppression. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Vladimir Poutine vivait son Noël le plus glacial depuis 1999. Aucune lettre, aucun appel, pas un mot d'un chef d'État. Seul dans l'obscurité de son palais-forteresse, il contemplait l'effondrement silencieux de son rêve impérial. Puis vint le 31 décembre 2026. Et à l'heure où d'autres formulaient des vœux, le corps nu dressait un constat aussi inattendu que retentissant. Il y a 1 an et demi, notre nation doutait et les despotes faisaient trembler les peuples. Aujourd'hui, c'est la liberté qui mène la danse et ce sont les tyrans qui redoutent la clarté de nos paroles. Et il conclut calme et tranchant. Face aux intimidations, il n'y a qu'une seule manière d'être digne, soutenir le regard de l'oppression et lui annoncer qu'elle ne gagnera pas. 6 minutes. C'est tout ce qu'il aura fallu pour faire basculer l'histoire. Et rien ne redeviendra comme avant. L'année 2027 s'ouvrit sur un décor méconnaissable, celui d'un monde où Vladimir Poutine, autrefois stratège redouté du Kremlin, et cauchemar récurrent des chancelleries occidentales, n'était plus qu'un fantôme d'autorité prisonnier de sa propre solitude. Sa légende s'effritait, rongée par une vérité balancée en pleine face, par un Français qui n'avait pas tremblé, et l'écnu lui avait gravé son nom dans les manuels d'histoire et dans le cœur des peuples, l'homme par qui l'Europe releva la tête, l'homme qui en 6 minutes à peine transforma un simple discours en élan de liberté. C'était à Bruxelles un jour ordinaire devenu légendaire lorsqu'il planta son regard dans celui du maître du Kremlin et déclara calmement « Monsieur Poutine, le rideau tombe ». Depuis, ce présage ne cessait de se confirmer et l'histoire sous les yeux du monde s'écrivait désormais avec un accent français.